Vous ne mettez pas en place un CV. Parce que sans vous voir, c'est ce qui vous vend. Et envoyer un CV dans votre dossier de candidature, en fait, c'est dans l'intention d'obtenir un appel, de décrocher un appel pour un test de recrutement ou pour un entretien. L'objectif, la finalité du CV, c'est de vous permettre de passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante dans le processus de recrutement. Voilà. Est-ce que déjà vous nous présenter un peu la charpente d'un curriculum vitae? Bon, à ce niveau, je voudrais préciser donner un petit détail. Lorsqu'on parle de CV, il faut dire qu'il y a des rubriques qui constituent un CV. Mais au-delà des rubriques, lorsque vous parlez de charpente, il faudra faire observer le fait que nous pouvons distinguer plusieurs sortes de CV. Alors là, nous distinguons par exemple les CV chronologiques, c'est-à-dire des formes de CV où vous vous mettez à parler de votre formation ou de vos expériences ou des postes que vous avez eu à occuper, des plus anciens aux plus récents. C'est-à-dire vous commencez par les plus anciens jusqu'à descendre aux plus récents. Ça, c'est un CV chronologique. Et c'est souvent le genre de CV qu'utilisent les débutants, ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Ensuite, il y a la forme de CV qu'on appelle le CV antichronologique, qui n'est rien d'autre que l'inverse de l'autre. Vous commencez par là où vous êtes actuellement en termes d'expérience, de formation ou de poste, jusqu'à remonter à ce que vous avez eu à faire premièrement. Ensuite, nous avons les CV mixtes, qui ne sont rien d'autre que le cumul des deux premiers. C'est-à-dire, c'est souvent le genre de CV utilisé par des personnes qui ont des trous dans leur cursus, des gens qui n'ont pas été trop stables, ils ont des CV mixtes. Tantôt ils sont chronologiques, antichronologiques, ça dépend de ce qu'ils recherchent. Et également, nous avons les CV fonctionnels ou thématiques. Et c'est des CV, on appelle également des CV consultants. C'est le genre de CV indiqué pour quelqu'un qui a des expériences variées dans beaucoup de domaines, quelqu'un qui a envie de mettre en avant ses compétences, quelqu'un qui a eu de la polyvalence dans ses activités. Un CV dans lequel vous montrez quelles ont été les entreprises pour lesquelles vous avez eu à travailler, les postes occupés, les résultats que vous avez eu à produire, les capacités développées, etc., etc. Voilà un peu les différentes formes de CV que nous pouvons connaître. Si on s'en tient au CV chronologique, comment est-ce que ça doit se présenter? Alors, que ce soit chronologique ou que ce soit mixte ou antichronologique ou que ce soit un CV thématique ou fonctionnel, il y a des rubriques qui sont indispensables, des rubriques qui reviennent toutes les fois. Alors, vous ne parlerez pas de CV sans indiquer votre état civil, votre nom, votre prénom, etc., votre formation, vos expériences et les connaissances. Quand je parle de connaissances, c'est niveau en informatique, niveau en langue, etc., etc. C'est des rubriques clés, c'est des rubriques qu'on ne peut pas ne pas retrouver dans un CV, quelle que soit la forme du CV. Mais il doit y avoir quand même une rubrique très importante, la plus importante des rubriques, c'est laquelle? Oui, rubrique importante. En fait, il faut dire que toutes ces rubriques restent importantes. Maintenant, si je dois donner une rubrique qui soit plus importante qu'une autre, je dirais que je parlerai peut-être de l'expérience professionnelle, la partie expérience professionnelle, parce que on peut parler également de la formation, mais vous savez, à partir de 5 années, de 7 années d'expérience, le diplôme vient après, parce que pour un même poste, des gens vont apporter le même diplôme que vous avez, et la différence se jouera au niveau essentiellement de l'expérience professionnelle. C'est ça qui fait la différence, parce que vous aurez peut-être des diplômes, les mêmes diplômes, la même formation, la même école, peut-être même la même promotion, mais vous n'aurez pas développé les mêmes aptitudes, les mêmes compétences, les mêmes capacités, les mêmes habiletés à faire ou à ne pas faire ceci ou cela. Donc l'expérience crée la différence. Voilà pourquoi, d'une façon générale, le CV, lorsqu'on le prend, rapidement, on se focalise sur l'expérience, parce que c'est là, rapidement, qu'on fait la différence entre deux candidats. Alors, quand je prends un jeune qui n'a pas d'expérience, comment faire alors pour valoriser son curriculum vitae? Ça, c'est une question très importante, c'est vrai. Parce que, d'une façon générale, on sait que tout le monde dit le CV. Mais tout de suite, quand on sort d'une école, il est compliqué de pouvoir
montrer qu'on a de l'expérience, etc., etc. C'est vrai. Mais il faut dire qu'il y a de petites façons de procéder. Déjà, pour un jeune débutant, je lui conseillerais d'utiliser un CV chronologique. Et si vous avez été brillant, si vous avez été particulièrement intéressant au cours de votre formation, et que vous avez été par exemple major de promotion, vous avez été par exemple premier en ceci, ou lors de votre formation à un niveau ou à un autre, vous avez eu tel prix pour tel concours, ou pour ceci ou pour cela, une distinction particulière, ou vous avez eu pour votre master ou pour votre licence une mention excellente ou très bien, etc. Vous pouvez faire ressortir cela dans votre CV. C'est une façon de vous vendre. Ensuite, vous devez vous focaliser sur les responsabilités que vous avez eu à occuper dans votre vie associative et dans les activités extra-professionnelles. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu faire en dehors de l'école et qui peuvent vous valoriser, qui peuvent donner la preuve de ce que vous avez eu à capitaliser quelque chose, de ce que vous avez eu à développer des aptitudes et des compétences. Vous mettez en avant également vos stages. Les stages, c'est très important en précisant que voilà, j'ai eu à travailler dans tel ministère en tant que stagiaire pour telle période. Et voilà, il m'a été confié telle tâche que j'ai eu à exécuter sous la houlette de mon supérieur hiérarchique. Voilà. Et c'est de telle période à telle période. Et vous précisez également les aptitudes que vous avez pu développer pendant ces stages-là. Donc, vous vous focalisez sur les stages, les expériences que vous avez acquises dans la vie extra-professionnelle. Vous insistez sur vos initiatives privées. Vos initiatives personnelles. Par exemple, quelqu'un qui a eu à mettre en place une association, un club, qui a eu à mettre en place, à organiser une foire ou un forum, une conférence, etc. Il n'y a pas de document qui vous atteste de ce que vous avez eu à faire cela, mais le fait de citer cela montre au recruteur, bon voilà, il n'a pas d'expérience, mais pour avoir fait ça, eh bien, celui-là pourrait avoir des compétences, il a dû développer des aptitudes à négocier, à faire ceci, à faire cela, ce qui va en votre avantage. Voilà un peu comment quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui a très peu d'expérience peut essayer quand même dans un CV chronologique de faire ressortir quand même le petit potentiel qui est en lui pour se valoriser. Alors on dit souvent aussi qu'on ne doit pas mettre sur les CV les photos d'identité ou encore écrit à l'entête, enfin sur la feuille quoi, oui, l'identité. En effet, le CV répond à beaucoup de normes et je dois dire que il n'est point besoin d'écrire sur un CV curriculum vitae. Mais le recruteur qui tient votre document, votre CV, il sait que c'est votre curriculum. La présentation du document en évoque déjà le nom. Donc on n'a pas besoin d'écrire le curriculum vitae. C'est du surplus et ça vous prend de la place, ça vous consomme des lignes que vous pouvez capitaliser parce que un CV doit au maximum faire 2 pages. 2 pages. Donc, lorsque vous prenez déjà un caractère grand, vous écrivez en l'entête, curriculum vitae, vous réduisez vos lignes pour donner de l'information, c'est ça. Et lorsque vous parlez de photos, moi ça c'est un conseil personnel, l'avis peut-être est partagé d'un recruteur ou d'un spécialiste à un autre, mais ce que moi je pense c'est que lorsqu'il ne vous a pas été demandé dans l'avis ou dans l'annonce de laisser un CV, de laisser une photo, ne mettez pas de photo. Parce que la photo pourrait vous ajouter un plus, comme la photo pourrait vous défavoriser. Alors comment la photo peut vous défavoriser? Comment cette photo aussi peut vous avantager? Alors vous postulez par exemple pour un poste de chargé de clientèle. Oui. Ou un poste de directeur. On lit votre CV, on sent que le monsieur, franchement, avec tout ce que nous voyons là, franchement, il a eu à faire un parcours, à faire un chemin. Ça doit être quelqu'un de vraiment accrochant, etc., etc. Et juste là, au-dessus, sur le CV, on voit une photo, vous êtes bien habillé, avec une belle tenue, une belle cravate, et vous avez l'air de quelqu'un qui soit responsable. Donc, par rapport au poste, on voulait quelqu'un de cette allure-là. Mais tiens, c'est sans doute celui qu'il faut. Je veux le voir. Donc là, ça peut vous arranger. Voilà. Vous mettez un CV, une photo sur votre CV, par contre,
qui vous montre peut-être un peu rachitique, un peu, je ne sais pas trop comment le dire. Est-ce que selon moi, ce n'est pas mieux de mettre déjà la photo, puisque certaines personnes, bon, ont vécu cela, elles ont ce qu'il faut. Elles ont mis ce qu'il faut dans leur CV, ça attire. Mais lorsqu'on les appelle, on les reçoit juste après un entretien, on dit merci, on va vous appeler. Après, c'est pour dire, il est trop jeune, il est tout ça. Mais déjà, quand on voit sur la photo, on voit déjà sur le CV avec sa photo que bon, c'est un jeune, on peut ne pas l'appeler et lui permettre de ne pas dépenser son argent de taxi. Oui, je comprends bien votre préoccupation, mais moi, je pense que le but même de ce petit document qu'on appelle CV, est de vous permettre, je le répète, d'obtenir un appel. C'est dit quand vous appelle, c'est dit quand vous envoyez le document, quand vous faites un CV et que vous accompagnez ça de ce qu'on appelle généralement une lettre de motivation et que vous envoyez, vous le faites dans quelle intention? Pourvu qu'il m'appelle, ne serait-ce que pour un test ou pour un entretien. Donc, mettre le CV, mettre sur le CV la photo en vous disant il vaut mieux qu'ils me voient et s'ils ne sont pas intéressés, qu'ils ne m'appellent pas en même temps. C'est que vous voulez une chose et son contraire. Donc, il vaut mieux être positif dans la tête. D'abord, ça c'est la base de toute chose. Donc, quel que soit ce à quoi vous ressemblez, votre objectif c'est que le monsieur vous appelle pour un entretien ou qu'il vous rappelle pour la deuxième étape qui pourrait être peut-être un test écrit. Donc, vous n'envoyez pas un CV pour dire en même temps, non, voilà ce à quoi je ressemble. Si ça ne vous intéresse pas, ne m'appelez pas. Non. Donc, moi, je donne ce conseil-là aux gens. Évitez de mettre des photos quand on ne vous a pas demandé. Il y a des postes, surtout dans le domaine de l'hôtellerie, les gens disent envoyez 2 photos, par exemple pour des hôtesses, par exemple pour des chargés de clientèle, etc. On pourrait vous dire envoyez des photos complètes de vous, différentes photos complètes de vous. Dans ces cas, vous envoyez. Mais quand on ne vous a rien demandé, ne mettez pas la photo en pensant que dans tous les cas, ça vous arrange. Dans certains cas, ça vous défavorise. C'est très important. Moi, j'aimerais déjà demander pour réellement bien rédiger son CV. Chronologiquement, qu'est-ce qu'on doit avoir? Après, bon, très souvent, il y a l'état civil. Après cela, qu'est-ce qu'il faut? Et qu'est-ce qu'il faut jusqu'à la fin? Oui, ça me ramène un peu en arrière, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Dans votre CV, vous commencez par l'état civil. Oui, lorsqu'on prend un document, qui est-ce que vous êtes? Je suis Hervé Mahinou, voilà. Je suis béninois. Si vous avez plusieurs nationalités, inutile de mettre toutes les nationalités. Mettez la nationalité qui peut-être vous donnera de l'avantage par rapport au pays et au poste pour lequel vous postulez. Ensuite, vous pouvez aller par rapport, on appelle ça l'accroche, d'autres appellent ça domaine de compétences. Rapidement, dites en 2 phrases, un petit quelque chose qui montre qui vous êtes et en même temps mettre devant vos atouts forts. Vous pouvez dire par exemple, je suis conseiller en emploi, coach en motivation, en entretien d'embauche, administrateur des ressources humaines, etc. J'ai 6 ans et demi d'expérience, etc. Donc, on ne met plus le cursus scolaire. Non, vous mettez une accroche. Vous mettez une accroche. Vous pouvez dire, par exemple, je suis spécialiste du recrutement. Je suis spécialiste marketing et négociation avec 3 ans d'expérience. L'accroche. Ah, tiens. Et il veut lire la suite. Parce qu'en fait, il faut ajouter que les recruteurs passent au plus 1 minute sur un CV. Au plus 1 minute? Oui, en 1 minute, 30 secondes même, il a déjà fini d'apprécier. Ça veut dire qu'il vaut mieux bien rédiger au début. C'est pour ça qu'il est capital de présenter le CV de sorte que dès qu'il prend votre CV et qu'il parcourt rapidement, qu'il se dise en même temps, je veux le voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans les bavardages inutiles. Donc, rapidement, vous précisez vos domaines de compétences et vous passez aux expériences professionnelles. Ensuite, la formation. D'autres mettent la formation avant et les expériences après. Et ensuite, ils débouchent sur les connaissances en langue, etc. Okay. Moi, je pense que l'un dans l'autre, il faut ces différentes rubriques. Maintenant, je ne sais pas. On parle même du loisir. J'aime faire temps. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, on parle des loisirs. Et à ce niveau, je voudrais profiter de l'opportunité que vous me donnez pour préciser qu'il faut essayer au grand maximum d'éviter ce que les gens appellent généralement les expressions bateau. C'est-à-dire, en général, quand on met loisir, on met 2 points et on va à la ligne. On met lecture, sport, natation, promenade, etc. Voyage. Les recruteurs traitent ces expressions-là de bateau parce qu'en soi, ça ne veut rien dire.
Pourquoi pas des expressions enfantines? Ça veut rien dire quand, mais... Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre alors, à ce niveau? Lorsque vous êtes, par exemple, fanatique de la lecture, oui. Vous écrivez, par exemple, que vous êtes un passionné de la lecture des biographies des grands auteurs. Il faut préciser. Voilà, je suis un fanatique du football. Je suis un passionné de la gymnastique, de ceci, de cela. Plutôt que de mettre de façon brute comme ça, lecture, sport, football, c'est un peu trop plat. Et c'est ça, ils appellent l'expression bateau. Voilà. Mais il y a encore une autre précision. À la fin, on dit je certifie exact, enfin, toutes ces informations. Je pense que c'est une formule très importante, de même que la signature que vous devez laisser sur le CV. C'est capital, c'est très important. Un CV sans ces mentions n'a pas de valeur. C'est un peu comme si vous allez dans une banque pour faire une opération et vous ne signez pas. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de valeur. C'est comme si vous faites une lettre de motivation et que vous ne signez pas. Ce n'est pas vous en fait. Ce n'est pas vous. Et à ce sujet, je voudrais préciser que lorsqu'il vous est demandé d'envoyer votre candidature par mail, il faut scanner votre CV. C'est-à-dire, vous prenez un papier blanc sur lequel vous signez, vous reproduisez votre signature. Oui. Ensuite, vous passez au scanner de ce papier-là et vous sélectionnez votre signature. Donc, ça vous permet, ça vous donne la main de prendre la signature. Vous pouvez copier la signature. Vous allez ensuite sur le fichier Word de votre CV ou de votre lettre. Et à l'endroit où il faut, vous collez la signature et vous réajustez. Ensuite, vous enregistrez et vous pouvez envoyer à l'adresse mail qui vous a été donnée. Mais est-ce que, c'est pas autre possibilité, peut-on pas déjà imprimer notre CV, signer et puis scanner et envoyer? Bon, vous pouvez faire ça aussi. Mais l'inconvénient dans ce cas, c'est que en général, tout le monde n'est pas suffisamment... ne fait pas les choses avec tact. Parce qu'il faut éviter que le papier soit débordé ou qu'il y ait du noir qui rentre dedans. Donc, il faudra bien pouvoir poser le papier sur la vitre du scanner pour que ça soit exactement la même taille sans que des parties noires ne montent dessus. Parce que le CV doit être fait sur du papier blanc. Format A4. Okay. Mais il y a... Tantôt, vous étiez en train de dire qu'un CV doit avoir au plus 2 pages. Enfin, on doit le faire sur 2 pages. Sur 2 pages. Maximum. 2 pages. Mais moi, je sais que je discutais avec certaines personnes, des personnalités, je vais dire, qui ont des CV de plus de 5 pages. Et j'ai demandé à savoir pourquoi. On m'a dit le nombre de pages, c'est en fonction de vos expériences, du temps que vous avez déjà fait dans une institution. Ok, je vous remercie. À cette question, je répondrai ceci. Vous savez, personnellement, je suis dans le domaine du recrutement et dans le domaine, je travaille en cabinet. Donc, j'ai l'habitude de voir des experts en cabinet avoir des CV qui font jusqu'à 52 pages. Mais lorsqu'arrivent des missions, surtout les missions de la Banque mondiale et du FMI, on vous dit de donner un CV de 2 pages. Comment réduire tout cela? Vous le faites. Et on peut passer une semaine à réduire le CV d'un chef. On peut passer une semaine à chercher la formule exacte. Le CV, ce n'est pas un livre. Je le précise. Le CV, c'est vous. Le monsieur qui prend votre CV n'a pas le temps de lire ça. Vous imaginez aujourd'hui au Bénin, on dit, on veut pour un poste tel, on veut 17 personnes, il y a 3000 candidats. On a déjà vu ici, pour un poste où on voulait 35 personnes. Et on a eu 3000 candidats, 3000 dossiers déposés. On voulait 35 personnes. Vous pensez honnêtement que le recruteur qui n'est pas un génie, qui n'est pas un surhomme et qui est comme vous, en vous mettant à sa place, vous pensez pouvoir vraiment lire des CV comme ça, 3000, vous pouvez lire ça? Alors, est-ce qu'il faut dans le CV mettre ce Le CV, c'est la vitrine. Voilà. Vous faites le CV de sorte que celui qui prend le CV, tout de suite, il sait qui vous êtes. Il lit rapidement, il sait qui vous êtes. Même ces grands dans les cabinets, dans les grands dont vous parlez, mais lorsque c'est pour des grandes missions de la Banque mondiale et du FMI, les gens exigent des CV de 2 pages et pas plus. Et donc, leurs collaborateurs se mettent là, peut-être sur 5 jours, à réduire 50 pages. Puisque c'est des gens qui ont peut-être déjà travaillé depuis les années 80 et qui sont dans les marchés. Ils ont tellement eu de marchés qu'aujourd'hui, en fait, ils font un CV exhaustif. S'ils doivent tracer toute leur vie, vous vous retrouvez à plus de 50 pages.
mais pour des choses clés. Et c'est en ça que je veux profiter pour les jeunes qui n'ont pas encore ces grandes expériences. Les conseils pratiques le CV est orienté par rapport au poste. Voilà. Je n'ai pas intérêt à préciser dans mon CV que j'ai une expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines, par exemple, alors que je postule pour un poste de commercial. Ça n'a pas de rapport. Non, je dois me concentrer sur tout ce que j'ai eu à faire, les expériences que j'ai pu capitaliser et qui ont trait au poste. Donc le CV, et c'est pour cela que je dis que le CV, ce n'est pas une carte d'identité qui fait 5 ans, qui s'expire après et on renouvelle. Non. Doucement. Le CV, c'est au poste. Vous le faites aujourd'hui, demain, il y a un autre poste, vous faites un autre CV. Tout à fait. Et ainsi de suite. Ok. Bon, je crois qu'il y a le chat qui vous empêche d'aller plus loin. Alors que c'est un sujet vraiment intéressant. Par rapport à ce dernier point, je voudrais préciser que lorsque vous vous mettez à rédiger un CV, il y a également des bases qu'il faut respecter. Lesquelles, par exemple? D'accord. Il y a des choses à éviter et des choses à privilégier. Lorsque je considère les choses à éviter, par exemple, il faut à tout prix éviter les sigles et abréviations dans nos CV. Ok, les abréviations. Lorsque vous mettez l'OETB, bon, heureusement qu'aujourd'hui, l'OETB, ça fait plus de 60 ans ou 35 ans de télévision, etc. Donc, tout un chacun de nous connaît un peu l'OETB. Donc, quand on va retrouver dans un CV OETB, je vais savoir qu'on parle de l'office. Mais si vous devez envoyer votre CV dans un autre pays qui connaît l'OETB, l'OETB peut vouloir dire autre chose là-bas. Tout à fait. Maintenant, à Cotonou, ici, vous travaillez quelque part ou dans une direction, il faut dire nommément le titre de la direction. Lorsque vous mettez ça en sigle, moi, je peux ne pas connaître. Vous connaissez tous les sigles? Non. C'est pas possible. Donc, vous ne mettez pas de sigle parce que n'amenez pas le recruteur à jouer à la devinette. Il n'a pas ce temps-là. Dites les choses, mais allez à l'essentiel. Donc, c'est important. Également, dans le CV, évitez, c'est des conseils que je donne à ceux qui nous écoutent, bien sûr, évitez les expressions négatives. Lorsqu'il y a du vide à des endroits donnés, évitez de mettre telle année à telle année chômage. Ou dans votre état civil, évitez de dire... Moi, je me demande vraiment si on a besoin de mentionner ça dans son CV. Ben oui, on en retrouve. Chômage. Oui, évitez de dire que vous êtes divorcé. Okay. Évitez toutes sortes de choses qui soient négatives. Vous avez parlé d'état civil. Dans l'état civil, on demande situation matrimoniale. Vous savez que l'âge n'est pas obligatoire? Dans un CV. Ce n'est pas obligatoire de mettre votre âge. Ah bon? Oui. Parce que je veux dire que dans le CV, il y a des informations qui viennent en superflu. Vous n'avez pas besoin. Lorsque vous mettez, voilà, Hervé Marinou, béninois, j'ai tel âge si vous voulez. Mais si je mets la date de naissance. Lorsque vous voulez mettre l'âge, il y a deux possibilités. Soit vous écrivez l'âge en direct, vous mettez par exemple, j'ai 35 ans. Directement, ou vous mettez peut-être né le, et vous mettez 7 juillet 1964 par exemple. Vous écrivez le tout. Mais ne faites pas 12 bas. Non. Parce que vous l'emmenez à faire des calculs. Il n'a pas le temps pour faire des calculs. Okay. Vous voulez qu'il fasse encore des calculs avant de comprendre votre message. Ce n'est pas possible. C'est des choses qui donc je mets 12 juillet 1964. Écrivez ce que c'est directement. Et puis, dans un CV également, il est important de ne jamais présenter un CV manuscrit. Saisi. Il faut toujours saisir. Oui, pas de CV manuscrit. Ce n'est pas une lettre. Le CV est toujours saisi. Et de préférence, penché pour des polices telles que Arial ou Time New Roman, caractère 12. Parce qu'à partir de 11, c'est difficile à lire. Et plus de 12, ça, à partir de 14, déjà, ça montre trop qu'on est jeune. Parce qu'en général, quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, il veut des caractères petits pour pouvoir dire beaucoup de choses. Et donc, quelqu'un qui n'a pas assez d'expérience et n'a pas beaucoup de choses à dire,
il prend de gros caractères pour remplir la page. D'accord. Il y a une question qui me vient rapidement à l'idée. Bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Oui. Vous avez dit qu'il faut saisir le CV, mais lorsqu'on parle de lettre de motivation et autres, peut-être William va en faire un thème. Non, justement, c'est un autre thème. Voilà. Est-ce qu'on doit rédiger, ça doit être en manuscrit ou à saisir? La lettre de motivation peut prendre la forme souhaitée, c'est-à-dire que vous pouvez le faire sur votre écran, l'imprimer. Vous pouvez également l'écrire à la main. Et pour certains postes, des gens vous demanderont parfois lettre manuscrite. C'est peut-être parce qu'on a envie de voir, parce que vous savez, il y a une qualité, il y a une capacité aujourd'hui qui permet aux recruteurs, à travers votre écriture, de pouvoir préciser un peu